Si vous êtes un amateur de films qui ne devraient pas exister, de films vraiment curieux avec des prémices impossibles, que vous vous êtes tapé les tomates tueuses, les tornades de requins, que ça vous a plu, que vous en cherchez encore, eh bien, j'ai le film pour vous. Ce film-là, c'est Night of the Lepus, La nuit des lapins essentiellement. C'est un film absolument délirant de 1972 dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai quand même trouvé des qualités, mais il faut que je vous prévienne, là, c'est du solide comme film. En réflexion, je parle de la manipulation essentiellement. Il y a quelques points du film que j'ai trouvé intéressants, je vais aborder ça, puis je vais utiliser beaucoup d'exemples tirés de notre ami Tolkien, pour qui je n'ai que des bonnes choses à dire, mais ça a viré comme ça, là. Donc, manipulation, propagande et J.R.R. Tolkien. Mais avant, qu'est-ce que c'est Night of the Lepus? Eh bien, c'est un film de vengeance de la nature, un film où les animaux attaquent, de 1972, américain. Il y en a eu énormément de ces films-là. Ça a plus ou moins commencé avec The Birds de Hitchcock, puis il y en a eu facilement jusqu'aux années 80. Ben, c'est ça, on s'est tapé les oiseaux, les abeilles, évidemment, plus d'une fois, les crocodiles, les alligators, à peu près tout, là, ce qui rampe ou qui gambade, à attaquer l'être humain éventuellement, mais ici, c'est des lapins géants. Wow! Et qu'est-ce que ça raconte? En gros, ben, on est au pays des cow-boys, dans les années 70, aux États-Unis, dans le sud, et il y a un fermier qui a des problèmes avec une infestation de lapins. Ça, il creuse des terriers, puis son cheval tombe dedans à un moment donné, puis il se casse une jambe, puis il faut qu'il abatte son cheval, qu'il aime beaucoup. Ce genre de truc-là, puis ça fait juste causer un paquet de problèmes. Notre cow-boy demande à son ami le scientifique de lui trouver une manière idéalement écologique, parce que tout le monde est hyper écologiste dans le film, c'est sidérant, de lui trouver une manière écologique essentiellement de se débarrasser de ce fléau. Puis mal lui en prend parce que notre savant décide qu'il va l'injecter, le lapin. Il prend un lapin au hasard puis il l'injecte avec un sérum expérimental qu'il vient de recevoir par la poste, je crois. Là. Il n'a aucune idée qu'est-ce que ça va faire comme effet. Par une série de mésaventures, le petit lapin se sauve, mais il a déjà commencé à grossir, puis éventuellement, il atteint des tailles gargantuesques. C'est genre des lapins gros comme des maisons. C'est ça dont on parle. Bien évidemment, étant un lapin, il se reproduit comme un lapin, puis par une sorte de magie darwinienne, le gène du gigantisme se propage à sa prolifique descendance, de même que le gène de aimer la chair humaine, parce que nos lapins deviennent anthropophages. Naturellement. Ben, c'est ça, l'Amérique est en voie d'être anéantie, bientôt le monde, si nos lapins géants apprennent à nager, mais rendu là, pourquoi pas? Est-ce que la science, est-ce que l'armée, main à la main, comme toujours, vont suffire et réussir à triompher de ce redoutable fléau de lapins? Ou ben non, est-ce qu'on assiste à la dernière, aux dernières heures de l'humanité, à sa dernière nuit, la nuit des lapins? Fait que ça, c'est votre film. Pourquoi c'est bon? C'est absolument délirant, c'est la première raison. Il faut le dire, comme je dis toujours, en général, tu cherches des qualités au premier degré, mais il y a une catégorie de films dont la principale qualité, c'est d'être incroyablement psychotronique, puis c'est dur à faire plus incroyablement psychotronique que ça. Parce que le film se prend ultra hyper au sérieux. Alors, ce qu'on a essentiellement, c'est une sorte de méga production qui est un film de cow-boy avec des lapins géants anthropophages. C'est hyper kitsch, la musique est plutôt bonne, mais il y a des côtés Burt Bacharach années 70 en même temps. On a des marionnettes de lapins, puis on a des lapins géants qui courent au ralenti, tu sais, dans des maquettes de la ville, puis ça fait, tu sais, les effets sonores, ça fait boum, boum, boum. Fait que c'est ça, c'est ce genre-là. Quand le savant injecte le lapin, il dit carrément « Si seulement je pouvais prévoir à l'avance l'effet de ce sérum expérimental. » La science, mesdames et messieurs.
Deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est que le film essaye vraiment de rendre les lapins terrifiants. Puis, évidemment, il va sans dire qu'il échoue lamentablement parce qu'il n'y a rien à faire. Il y aurait eu une manière, à mon avis, de rendre les lapins terrifiants. Ça aurait été que le lapin devienne un mutant, une autre créature, essentiellement. Là. Donc, c'est ça. Mais tu peux pas avoir juste un lapin avec les pattes duvetées, là, n'est-ce pas? Tu peux pas avoir un gros nounours, essentiellement, qui terrifie la population. Là. Ça marche juste pas. Là. Le lapin ne fait pas peur. Il n'y a rien à faire. Mais lui essaie. Puis c'est intéressant parce que c'est basé sur un roman, Night of the Rabbits, je pense que ça s'appelait carrément, un roman que je n'ai pas lu, mais qui, d'après Wikipédia, est au second degré. C'est de l'humour noir, en fait. Ça implique un complot avec des Australiens pour conquérir le monde, un truc comme ça. Puis clairement, notre réalisateur, il s'est dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Puis il s'est dit, non, moi, je fais pas une comédie avec ça. Ça serait trop facile. C'est exactement ce qu'ils pensent que je vais faire. Moi, je vais leur montrer c'est quoi un film de lapin géant. Puis, tout y passe. Les scènes de l'exorciste, ça revient quand même pas mal. Quand elle va se faire diagnostiquer dans l'exorciste pour savoir c'est quoi la raison scientifique et médicale là, de sa possession, en fait. Bon, on a un peu l'équivalent là-dedans. Ça marche pas. On a les lecteurs de nouvelles, puis aussi le dialogue en général, mais certainement les lecteurs de nouvelles qui tiennent des propos catastrophisants, n'est-ce pas? Bon, etc. Mais ça, évidemment, ça marche pas du tout. On a du méga gros gore, là. C'est impressionnant à quel point il y a du gore dans ce film-là. Tu peux mettre tout le gore que tu veux sur un petit lapin, là, mais ça sera pas plus effrayant. Ça marche pas. Je dirais pas qu'il rend le gore attachant, mais... c'est dangereusement proche de prendre cette direction-là. Donc, c'est ça. Donc, le gros gore, ça marche pas. On a les enfants qui pleurent, qui disent « Maman, j'ai peur », etc. Puis, désolé, mais non, ça marche pas. Même tous les enfants que tu veux... C'est ça, les cris terrifiés de l'enfant ne sont pas suffisants pour me transmettre à moi la terreur du lapin géant qui court au ralenti. L'honnêteté m'oblige à dire qu'il y a une séquence, au moins plus qu'une, mais une certainement, qui marche très 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 bien. Il y a un trou, OK? Puis là, on a nos héros. Il y en a un qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a au fond du trou. Puis nous, on sait qu'il y a les méchants lapins, évidemment. Fait, il lance une roche, quelque chose comme ça. Puis ça prend super longtemps avant que finalement ça touche le sol. Quand ça touche le sol, finalement, là, on se met à entendre des bruits très Lovecraftiens. Ça m'a fait énormément penser à une nouvelle de Lovecraft. Je me rappelle pas si c'est le témoignage de Randolph Carter ou quelque chose comme ça, mais celui où il y a deux copains qui se tiennent dans les cimetières, puis ils découvrent un passage qui mène à des catacombes de ghouls dans le cimetière, puis bon, c'est cette histoire-là que moi j'aime énormément, c'est des très très bonnes histoires de Lovecraft. Ça m'a fait penser à cette histoire-là, puis cette séquence-là, honnêtement, elle est très cool. J'ai pas été terrifié, mais j'ai été captivé. J'ai dit, waouh, ça c'est vraiment hyper cool. Mais qu'est-ce qu'on remarque qui manque? Les lapins. On les voit pas, les lapins. Puis s'il n'y avait eu aucun lapin géant dans le film de lapin géant qui tue des gens, ça aurait été énormément plus efficace. C'est ça, quand c'est juste avec des affaires de bruitage, des trucs comme ça, je sais pas qu'une autre passe dans une caverne à un moment donné, ouais, c'est pas pire. Puis certainement, le truc avec le gros trou, ça marche, mais le reste du temps, c'est ça. Il a osé, il a tenté, il a échoué, mais... il a essayé, puis là-dessus, notre réalisateur, je lui lève mon chapeau de cow-boy. Troisième raison pour laquelle c'est bon, la distribution. Je mentionne aussi que, règle générale, c'est bien réalisé. Notre réalisateur, c'est un gars qui a fait beaucoup de films, principalement du western, mais aussi une couple de Twilight Zone. Puis, dans ce film-là, une grosse partie de notre distribution, ce sont des acteurs de western. Puis là, on est en 72. Ça veut dire que la vague des westerns est pas finie, mais elle achève. Dans les années 70, il y a encore pas mal de westerns qui se font, mais c'est rien comparé aux années 50, même 60. Il y en a tellement que c'était difficile à compter, essentiellement. Donc,
Science-fiction, c'est rien comparé au western dans les années 50. Tous ces acteurs-là, ils se ramassent moins en demande, certainement. Puis on en a quelque chose comme 3 là-dedans, des assez gros noms, des habitués, des piliers du cinéma de western. On a Rory Calhoun, on a Stuart Whitman, puis on a Paul Fix. Puis aussi, on a DeForest Kelley. Une des principales raisons pour lesquelles je voulais voir le film, à part l'affaire de la fin, mais je voulais voir DeForest Kelley parce que Star Trek, j'aime vraiment ça d'un amour extrêmement profond depuis un très bas âge. Je suis un amateur de Star Trek de la première heure. Et ben, DeForest Kelley, c'est le Dr McCoy, c'est un de la Troïka. C'est un, Kirk McCoy puis Monsieur Spock. Là. Puis c'est ça, c'est un acteur de western à la base. Avant de faire le Dr McCoy, il jouait principalement dans les westerns. Il jouait beaucoup des méchants. L'autre actrice qu'on a dans le film qui est connue, c'est Janet Leigh, qui est la fille de Psycho. Donc, une actrice légendaire, Psycho de Hitchcock. Là. Moi, j'étais super content de la voir. J'étais très curieux de la voir. Je l'ai vue être bonne dans d'autres films. Moi, je l'avais bien aimée dans... Je pense que c'est Halloween H2O avec Jamie Lee Curtis, là, qui est sa fille. Moi, j'avais aimé ça certainement dans le temps, puis elle, je l'avais trouvé très très cool. Là-dedans, elle n'a pas l'air de vouloir être là. Elle a accepté de tourner dans le film parce qu'elle restait juste à côté, essentiellement. Ça lui prenait 20 minutes pour se rendre sur le plateau, ça fait que ça lui faisait une paye, puis tout ça. Mais elle était pas très... Elle aimait pas beaucoup parler du film. Elle en avait plutôt honte, et c'est ça, comme j'ai dit, à toutes les fois qu'on la voit, elle a l'air de se demander qu'est-ce qu'elle fait là. Mais elle est là, puis à toutes les fois qu'on la voit, en tout cas, moi, je me dis, hey, c'est quand même la fille de Psycho. C'est quand même cool. Mais celui que je suis tout le temps content de voir dans le film, je l'ai mentionné, c'est le Dr McCoy, DeForest Kelley. J'ai le plaisir de vous dire qu'il est sincèrement excellent là-dedans. C'est la meilleure affaire du film, en vérité, c'est lui. Parce que à aucun moment, on sent justement qu'il donne moins que toute sa présence et tout son cœur pour le rôle. Il fait un des savants là, qui travaille à cette affaire-là de lapin. Je pense que c'est lui carrément dans le trou là, qui lance la roche. C'est le meilleur acteur du film, c'est juste ça. Puis ça m'a vraiment fait plaisir parce que les anciens acteurs de Star Trek, dans d'autres films, des fois ils sont bons, des fois ils sont moyens. Là, Nimoy a certainement été très 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 bon dans, par exemple, Invasion of the Body Snatchers, mais souvent ces acteurs-là ont eu de la difficulté à trouver du boulot, puis sont inégaux dans leurs prestations. Monsieur Kelley, à lui seul, rachète l'honneur de tout l'équipage de l'entreprise dans leur projet cinématographique subséquent. Il est très, très bon. Puis, dernière chose que je vais mentionner sur les acteurs, c'est que j'ai eu l'idée d'un jeu en regardant le film parce que il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui ont l'air d'avoir consommé de la boisson avant le tournage. Puis, en fait, le jeu que je vous proposerais, si c'était pas aussi non seulement irresponsable, mais carrément mortel, là. Ne jouez pas à ce jeu sous aucune considération, là. OK? Mais le jeu, ça s'appelle « Quel acteur est pacté ?» Pour mes amis de l'Hexagone, quel acteur est bourré? Et le principe, c'est que quand vous voyez un acteur dans une scène et que l'acteur a l'air complètement pacté, comme ça, là, ben vous calez un 40 onces de votre alcool préféré. Et évidemment, le corps humain n'est pas fait pour boire autant d'alcool dans une courte période de temps. C'est le genre de truc qui tue des alcooliques qui jouent dans des groupes rock. Là. Le batteur de Led Zeppelin, c'est comme ça qu'il est mort, une affaire de même. Là. Mais ça n'a pas l'air d'avoir empêché les acteurs de notre production d'avoir essayé, si j'ose dire. Ça vous prendrait 3,40 onces si vous jouiez au jeu en regardant le film. Parce que j'ai personnellement compté dans le film 3 acteurs différents, pas des scènes, là, des acteurs différents, OK, qui m'ont apparu avoir été en état d'ébriété. Puis ça se voit de temps en temps. Brian Donlevy, dans les Quatermass, des fois, il donne l'impression. Il y avait le savant qui joue dans Fausse, le premier film, je pense, dont j'ai parlé sur la chaîne ici. Ben, je l'avais pas dit à l'époque, mais le savant, là, le personnage principal, tremble à un moment donné. Quand un alcoolique n'a pas d'alcool, le savant, l'acteur principal tremble comme ça. Puis c'est clairement une affaire d'alcoolisme, puis je suis allé vérifier plus tard. Ça fait que, bon, fait que ça se voit de temps en temps, Lon Chaney Jr. Bon, les exemples sont finalement assez nombreux, mais c'est la première fois que je vois un film où on a 3 acteurs qui m'ont donné l'impression, je ne peux pas les vérifier, mais qui m'ont donné fortement l'impression
d'être pacté, /bourré. Alors, voilà. Fait qu'en ce qui concerne la petite réflexion, au début, évidemment, je me suis dit qu'est-ce que j'ai possiblement à pouvoir raconter par rapport à mon histoire de lapin géant, mais en fait, en y pensant même assez rapidement, le film est une excellente illustration de ce que j'appelle mon fameux principe des trame narrative. Ce que je veux dire par trame narrative, c'est les histoires inconscientes qu'on se raconte, dont on se rend pas compte, puis qui sont en fait composées de tout un réseau d'histoires secondaires. Les histoires qu'on croit inconsciemment sont elles-mêmes bâties d'autres histoires qu'on a crues au fil du temps, puis qui s'accumulent comme ça, puis tout ça forme un réseau qui nous donne l'impression de la solidité, puis de la véridité, puis de la fiabilité. Mais c'est pas vrai, là. C'est du pipeau, comme on dit, là. C'est une illusion d'optique. Puis c'est ça, c'est une excellente manière de manipuler les gens. Puis dans mon film ici, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail tantôt, mais en gros, c'est lié avec la question de la science, puis de la loi du plus fort, la loi de la jungle, la mutation, tout ça, puis aussi la question de la surpopulation. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui, je crois que dans le cas du film, c'est indéniable. Okay. Est-ce que la manipulation est délibérée? Ça, c'est une autre question. À mon avis, non. Okay. Je pense qu'il y a des stades dans l'évolution de la manipulation collective où est-ce que, certainement, il y a des agents, il y a des forces gouvernementales et ou autres, des agences de marketing, peu importe, qui cherchent à nous convaincre de quelque chose, là. Mais il vient un stade où est-ce que ça se nourrit tout seul, essentiellement. Il y a un stade où est-ce que les clichés sont tellement établis dans la culture populaire que les gens qui écrivent des scénarios pour des séries télé ou peu importe, ou des films comme ça, ben ils font juste piger le premier cliché qui vient dans la noosphère, puis ils travaillent avec ça. En termes collectifs, le groupe qui manipule, ici ça serait, pour faire court, les États-Unis, si on veut, mais le groupe qui manipule finit toujours plus ou moins par se prendre au piège lui-même. Il finit par s'empêtrer dans ses propres mensonges. Tout le principe de la manipulation, c'est d'amener quelqu'un à agir d'une certaine manière que vous avez choisie, mais de façon à ce que l'autre personne que vous manipulez pense que c'est son idée et son choix. C'est là où notre ami Tolkien entre en scène parce que un des meilleurs exemples de manipulation dans la culture populaire, c'est Grima, langue de serpent. Dans Le Seigneur des Anneaux, Grima est un agent du méchant magicien Saruman, puis en fait les magiciens, comme vous savez peut-être, c'est des anges déchus en fait. Les Istari, c'est pas des êtres humains, c'est des anges, la version courte. Saruman convainc Grima, qui au début apparemment est un fonctionnaire, un bon conseiller. Au début, il est honnête, mais il se fait corrompre. Et Saruman veut manipuler le roi de Rohan, parce que pour des raisons politiques, il utilise Grima. Quand on voit Théoden, le roi de Rohan, pour la première fois, on sait par sa réputation que, les choses vont pas très bien, mais on sait aussi que ça a déjà été un monarque puissant, respecté. Puis quand on le voit, c'est une loque humaine totale. C'est une figure cauchemardesque. Il est couvert de toiles d'araignée à toute fin pratique. Là. Puis les yeux vitreux, il n'y a plus de concentration. C'est presque un zombie, essentiellement. Puis Grima, langue de serpent, est toujours à ses côtés en train de lui dire des bons conseils, en train de lui chuter qu'est-ce qu'il veut que le roi fasse. Fait que quand Gandalf arrive à la cour de Rohan pour demander l'aide du roi Théoden, tout ce que Grima a à dire, une phrase suffit pour que Théoden se choque contre Gandalf puis renie tous ses principes essentiellement. Puis rendu là dans l'histoire, il ne suffit que d'une phrase pour que Grima atteigne son objectif, mais on se doute bien que c'est pas la première phrase qu'il lui dit. Théoden croit Grima en partie parce que, c'est l'impression que ça donne, parce qu'il y a un sort de la magie noire, il y a un enchantement qui affecte sa volonté. Mais la nature fondamentale de cet enchantement, c'est la manipulation. La magie, c'est juste un bonus par-dessus ça. La sorcellerie joue un rôle dans la captivité psychique de Théoden, mais elle ne l'a pas provoqué. C'est la langue de serpent de Grima et l'oreille attentive de Théoden et l'effet du temps qui ont mené à la déchéance du roi.
À une certaine époque, Grima était un conseiller sage et respecté. Il avait mérité la confiance du roi. Grima a ensuite abusé de cette confiance en accumulant des mensonges et des demi-vérités pendant une période prolongée. Sauron a fait la même chose avec les habitants de Numénor. Alors, dans le Silmarillion, on voit ça entre autres. Donc, Numénor, c'est l'Atlantide dans l'imaginaire de Tolkien. C'est carrément ça que c'est, en fait. Numénor a été englouti par les flots. Quelques survivants ont réussi à rejoindre la Terre du Milieu. Aragorn est un descendant de la race de Numénor. C'est pour ça qu'il vit aussi longtemps. Puis la bouche de Sauron aussi, c'est un Numénor, un Numénorien, là, les fameux Numénoriens noirs. Là. Numénor, pour simplifier de manière grossière, a été créé par les dieux. C'est une société idéale qui est bénie à peu près de toutes les façons possibles, mais où les êtres humains meurent. Okay. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est enfreindre les lois de la nature. Les êtres humains meurent parce qu'ils ont été faits comme ça. Il n'y a rien à faire là-dessus. Puis quand Sauron arrive, il va jouer là-dessus. Puis les Numénoriens sont en contact direct avec les dieux, ils sont sages, ils sont intelligents, tout ce que vous voulez, mais Sauron joue sur leur orgueil, ça revient très souvent, ce genre de truc-là chez Tolkien. Au fil des centenaires, puis des millénaires, au détour d'une phrase, il mentionne une chose, puis après ça, il mentionne une autre petite chose, puis comme ça. Puis il y a un effet d'accumulation. Au fil des siècles, éventuellement, il a réussi à créer une religion diabolique, qui cherche à atteindre l'immortalité, c'est-à-dire à enfreindre les lois fondamentales de l'univers. C'est ça qui mène à la destruction de Numénor essentiellement. C'est comme une bombe nucléaire psychique à toute fin pratique. C'est pas tant que les dieux se vengent que l'équilibre de la vie est tellement rompu que la seule issue la seule réponse possible de l'univers, c'est d'engloutir Numénor. Fait que comment est-ce que Sauron a réussi ça? En faisant des belles façons, puis par un effet d'érosion sur le long terme, essentiellement. Grima et Sauron n'ont pas cherché à atteindre leur objectif du jour au lendemain. Ils ont mis le temps. La manipulation est un abus de confiance. Mais elle ne fonctionne que tant que dure cette confiance. Et la confiance, un coup qu'on l'a perdue, c'est vraiment extrêmement difficile de la retrouver. Ça fait que si tu es en train d'abuser de la confiance que quelqu'un a mis en toi, il faut que tu y ailles avec une grande finesse, là. Puis c'est pas si évident que ça. Les gens qui sont bons pour faire ça, c'est parce qu'eux-mêmes y ont mis souvent des années et des années, là. Toute tentative trop évidente risquerait de miner la confiance. Le jeu est donc d'y aller doucement, avec patience. On insère un mensonge subtil dans un discours, une légère déformation de la réalité. On passe un détail sous silence. On joue sur les nuances des mots. On acclimate peu à peu notre cible à la version de l'histoire qu'on veut lui faire croire. Puis, on bâtit sur cette première pierre et on recommence le processus. Après un certain temps, on a colonisé l'esprit de notre pigeon, colonisé de tout un réseau de concepts et de croyances. La victime, si on veut, a intégré ces croyances-là à sa liste d'outils intellectuels. Quand il cherche un outil pour comprendre une situation, celui qu'il trouve, c'est celui que vous avez placé là. Quand tout ce qu'on a, c'est un marteau, tout a l'air d'un clou. Donc, quelle sorte de marteau est-ce qu'on trouve dans notre film de lapin? Rappelons le contexte. Donc, on est dans les années 70, c'est la première grande vague de films écologiques. C'est extrêmement répandu, le film avec un discours écologique, à partir des années 60, puis particulièrement dans les années 70. Silent Running, Silent Green, des films de Godzilla, ça revient, Doomwatch, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne ici, c'est extrêmement répandu. Dans Night of the Lepus, à peu près tout le monde est
hyper écologistes, des écologistes sérieux, scientifiques, qui font des expériences, qui parlent d'écosystèmes, puis d'équilibre dans l'écosystème, puis de l'importance cruciale de maintenir l'équilibre là-dedans. Tout ça est interrelié, que tous les écosystèmes se parlent entre eux, que toute la planète essentiellement est un assemblage de finement dosé d'équilibres qui peuvent être rompus à tout moment. C'est vrai que les écosystèmes dans la vraie vie reposent sur un équilibre souvent délicat, puis que toute modification par une force externe peut troubler cet écosystème-là. Apparemment, c'est ça qui a tué les dinosaures. Mais, tu sais, pas besoin d'aller plus loin que ça. Des exemples de dévastation environnementale qui créent des problèmes majeurs, là, vous en trouverez probablement assez facilement à notre époque. Puis, il est vrai que tous les écosystèmes forment un tout interrelié dont nous faisons partie. Il est vrai que nos gestes ont des conséquences sur l'environnement. Fait que tout ça, c'est vrai, grosso modo. Puis le film me présente des personnages qui disent la même chose que moi, semble-t-il, en apparence. Ils en parlent longuement, ils en parlent en détail, ils ont l'air bien intentionnés, ils sont remplis de connaissances, ils ont l'air sérieux, ils sont dignes de confiance, même dans mon film Le Lapin. Et en plus, c'est les héros du film. Clairement. Okay. Clairement, ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais il y a le message explicite puis le message implicite. Il y a qu'est-ce qui est dit, puis il y a le contexte. Il y a les sens supplémentaires qui ne sont pas dits de vive voix par les personnages qui parlent, mais que les gens qui ont écrit le scénario savent qu'ils vont être interprétés avec des sens supplémentaires. La surpopulation. Bien, ça, c'est le gros thème en partant dans le film quand on commence. Le problème, ce qui crée le problème écologique, c'est la surpopulation de lapins. Puis on sait que dans la vraie vie, ça existe. Je pense que c'est arrivé aux États-Unis carrément pendant l'époque où pendant le tournage du film. Là. Il y avait des épidémies de lapins ou des populations de lapins qui causaient des problèmes. En Australie, c'est arrivé. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que cette surpopulation met en danger l'équilibre de l'écosystème. Puis c'est vrai, ça s'observe dans la nature, mais est-ce que c'est la seule chose dont ils sont en train de parler? Bien, explicitement, oui. Mais les mots n'ont de sens que dans leur contexte, et dans les années 70, le contexte culturel, entre autres dans la science-fiction, c'est que la surpopulation, c'est pas avant tout un problème de lapin, c'est un problème d'être humain. Le problème, c'est que la population mondiale, je pense qu'on est à 4 milliards, quelque chose comme ça dans les années 60, là, je ne suis pas allé vérifier, là, mais à partir du moment où la population humaine a atteint le 1 milliard, là, ça s'est mis à s'accélérer, on est rendu, je pense, à 8 milliards aujourd'hui. Fait que ça s'est accompagné d'un discours plutôt alarmiste, à l'effet qu'il y a tellement de monde que les ressources sont limitées, puis la population augmente sans cesse, donc il va y avoir un problème. Puis cette idée-là, je vais y revenir rapidement tantôt, elle ne date pas des années 60, elle date d'avant ça. Donc, le contexte du mot de surpopulation en 1972, c'est que, c'est ça, c'est avant tout, c'est un problème dans l'actualité parce que les êtres humains sont inquiets de la surpopulation de la race humaine. Fait que quand nos savants parlent de crise écologique, puis de problèmes, de répercussions catastrophiques sur l'environnement de surpopulation, le sens implicite, c'est ça. Ça ne peut pas faire autrement qu'être ça. Quand nos héros parlent de surpopulation, qu'entendent les spectateurs? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans leur boîte à outils? À un autre moment, pour expliquer l'émergence de nos lapins géants, on nous parle, bien entendu, de mutation, de théorie de l'évolution, la loi du plus fort, Darwin. Ça revient tout le temps. Okay? Puis c'est dans la culture populaire. J'en ai déjà parlé ailleurs, par exemple dans mes vidéos sur Meurtre sur la rue Morgue ou sur White Pongo, ou une vidéo sur Tarzan, le livre Tarzan, que finalement j'ai mis sur mon Patreon parce que c'est un bouquin. J'ai mis ça sur mon Patreon finalement, mais c'est le même principe. Le discours sur le darwinisme, okay, dans la culture populaire, puis c'est dans la culture populaire parce que ça a été hyper répété. C'est ça, donc l'idée du darwinisme social, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la loi de la nature, la loi de la jungle, au rapport humain puis à la compréhension de l'organisation des rapports sociaux. Okay.
Bon, ça se présente comme scientifique, mais il va sans dire que c'est complètement de la foutaise. C'est absolument n'importe quoi, là, okay, le darwinisme social. Mais à une époque charnière de la fondation de la société dans laquelle on vit, qui est basée sur les rapports soi-disant économiques, okay, bien, la manière dont ces rapports-là ont été justifiés, en énorme partie, c'est en ayant recours au Darwin. Puis c'est pas le Darwin historique, c'est pas le Darwin de l'origine des espèces. Les gens mentionnent l'origine des espèces, mais les gens lisent pas l'origine des espèces. C'est pas le Darwin auteur d'un livre intelligent, complexe, nuancé, qui fait 450 pages ou quelque chose comme ça. C'est le Darwin imaginaire et mythologique. Le saint patron de la vérité. Dans l'origine des espèces, déjà, on ne trouve pas une théorie de l'évolution. On parle de la théorie de l'évolution, mais il y en a au moins deux des théories de l'évolution. Puis, je suis pas un expert sur Darwin. Moi, l'origine des espèces, c'est sur ma tablette. J'ai lu quelque chose comme 20 pages d'introduction, un truc comme ça. Mais j'en ai lu assez pour savoir que ce qu'on en dit, même à l'école, c'est n'importe quoi, là. Il y a une théorie de l'évolution, déjà, qui concerne... Essentiellement, il y en a une qui regarde vers le passé, comment les choses dans le passé se sont produites. Puis il y en a une qui sert à faire la projection de comment les choses pourraient évoluer dans le futur. Donc il y en a une qui dit, OK, j'ai tel squelette et tel autre squelette, 1 million d'années les séparent, puis est-ce que je peux voir comment le squelette A est devenu le squelette B? Grosso modo. Fait que ça, c'est la théorie qui regarde vers le passé. Mais il fait ça justement en regardant, en reculant. L'autre direction, l'autre théorie de l'évolution, c'est celle qui dit, OK, bon, ben, ayant fait ça, est-ce qu'on peut extrapoler, ça demeure une hypothèse, là, mais est-ce qu'on peut extrapoler vers le futur en disant, forcément, c'est telle chose qui va arriver, puis telle chose qui va arriver. Puis moi, quand j'étais à l'école, on nous donnait toujours l'exemple des drosophiles. Okay. Quand on fait des expériences sur les mouches à fruits, là, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Ben, on peut créer des mutations, mais on remarquera que c'est toujours les drosophiles dont on nous parle, là. Okay? Puis ouais, il y a des croisements entre les chiens, là, mais disons qu'on fait vite le tour des exemples sérieux qui servent à étayer l'idée que l'évolution fonctionne de cette manière-là, okay? Puis que les mutations fonctionnent de la manière, en tout cas, dont elle est expliquée dans le discours collectif. Okay? Puis dans les films comme Mon histoire de lapin, mais dans tous ces films-là, puis encore une fois dans le discours médiatique en général, c'est à cette version-là de la théorie de l'évolution à laquelle on fait référence, puis qu'on présente comme l'autorité suprême. Okay? C'est-à-dire une version non seulement purement fantaisiste, mais dont la solidité est purement idéologique, qui n'est crue que parce qu'elle a été répétée et qui n'a été répétée que parce que ça faisait l'affaire qu'elle soit répétée. Puis de qui, c'est ça? Dans l'origine des espèces, il n'y a pas de loi du plus fort. Ça n'existe pas. Ce qu'on a chez Darwin, c'est des organismes qui sont mieux adaptés à certains écosystèmes. Puis il lui dit « survival of the fittest ». Okay. Puis déjà, encore une fois, moi, il faudrait que je le lise le livre au complet. Je vous encourage tout le monde à le lire, mais c'est ça. Fittest ou mieux adapté, ça ne veut pas dire plus fort. Ça veut dire mieux adapté. Mais quand on nous parle en termes de langage courant, qu'est-ce que ça dit dans la bouche de quelqu'un qui fait partie d'une culture qui a un empire, de dire que la science a déterminé que dans la nature, c'est toujours le plus fort qui est au sommet de la pyramide. Et donc qu'il y a une pyramide, et donc un sommet, et donc un ordre naturel qui implique qu'il y a des espèces ou peu importe, des groupes au sommet, bien, qu'est-ce que ça vous indique quand la puissance mondiale qui est au sommet de la politique, la pyramide politique mondiale, vous dit que c'est la loi de la nature? Fait que c'est ça. Dans notre imaginaire, c'est-à-dire celui de l'Occident moderne, dans notre boîte à outils, on trouve bien alignés toute une série de concepts en apparence indissociables: Darwin, évolution, compétition, survie du plus fort. Tous ces concepts sont utilisés pour décrire la nature. Et tous ces concepts sont utilisés pour décrire l'économie. Certainement compétition, survie du plus fort. Ce qu'on appelle l'économie, en tout cas.
La compétition et la loi du plus fort, ce sont à la fois les lois universelles de la nature et celles de l'économie. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Le fait que les mêmes termes soient employés pour parler des deux n'est pas perçu comme un indice qu'il y a peut-être une forme de manipulation à l'œuvre. Non, c'est tout simplement une preuve que la loi du marché est une loi naturelle. Entendez vos grimas vous chuchoter à votre oreille. Que l'économie est une vraie science, que tout ça est aussi valide que Darwin. Darwin, encore une fois, que personne n'a lu, mais que tout le monde sait, dont tout le monde sait que c'est la vérité absolue et inattaquable. Il est assez facile d'aller voir historiquement quand et où ces discours se mettent en place. Essentiellement en Angleterre à la fin du 19e siècle, à l'époque où l'Empire britannique est la puissance mondiale suprême. Puis je reviens tout le temps là-dessus, pas parce que ça me fait particulièrement plaisir, mais parce que c'est ça que c'est. Puis parce que les outils intellectuels, en bonne partie qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour comprendre le monde, ont été forgés à cette époque-là, dans ce contexte-là, et qui sont pas innocents pour 2 scènes. Fin du 19e siècle, l'Empire britannique est la puissance mondiale suprême et la classe dominante en Angleterre, c'est la classe marchande. Oui, c'est la reine Victoria, là, la chef de l'État, tout ça, mais c'est essentiellement la classe capitaliste, non seulement émergente, mais émergée au 19e siècle. C'est elle qui mène. Donc, le discours qu'on a, le discours de justification du pouvoir, ben c'est ce pouvoir-là qui justifie. Puis, il ne commence pas en disant « c'est une excellente chose de travailler 80 heures par semaine pour un salaire de crève-faim, puis de prendre toute votre paye, puis de la redonner en loyer à votre patron qui est aussi le propriétaire de votre maison et de l'épicerie, où tout est plus cher que ce que vous gagnez, qui est le racket au 19e siècle, là. Ils ne vous disent pas en partant ça c'est bon. Ils vous disent non, non, la science, la démocratie, la liberté, la loi, la propriété privée. Ils vous parlent comme ça. La surpopulation, on a commencé avec ça, ben c'est une marotte de cette caste-là et de son discours. C'est entre autres le cheval de bataille de Malthus. Puis il y a tout un passage dans Marx, là, dans lequel. Mais un des meilleurs passages de Marx, à mon avis, c'est quand il démontre que Malthus, dont la thèse, encore une fois, c'est que la population augmente, il y aura plus de ressources, donc qui se présente comme une exposition scientifique de cette hypothèse-là, la surpopulation va mener à un manque de ressources, bien, Marx démontre, avec une assez grande facilité et éloquence, à mon avis, que c'est n'importe quoi, que c'est pas sérieux du tout, que c'est pas vrai, que c'est ça. C'est une manipulation grossière basée sur des idées sorties de son chapeau. La thèse de Malthus, donc de surpopulation, donc qui est implicite quand nos personnages en parlent dans mon film de lapin, ben la thèse de Malthus, c'est qu'il y aura bientôt trop de monde sur Terre. Parce qu'il y a trop de monde, il ne sert à rien de chercher une manière de partager équitablement les ressources. Ça sert à rien, il y a trop de monde de toute façon. On voit assez souvent des politiciens américains dire ça sert à rien de réduire la pollution aux États-Unis parce que les Chinois polluent de toute façon. J'ai entendu ça cette semaine encore une fois là, dans le genre de nouvelles. C'est hyper répandu. Ben, c'est le même principe là-dessus pour la surpopulation. Oui, il y a des gens qui meurent de faim, mais scientifiquement, à cause de la surpopulation, ils mourraient de faim de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ça la fonction narrative de l'idée de surpopulation. Il ne sert à rien de chercher à partager équitablement les ressources, plutôt par exemple que de laisser quelques personnes accumuler des fortunes colossales. Dans cette optique-là, dans cette trame narrative, le partage est l'ennemi de la nature. L'égoïsme, la cupidité sont bonnes parce que naturelles. Laisser mourir les gens de faim, voilà la chose à faire. Puis encore une fois, je mentionne ici, moi je suis au Québec,
Au Québec, les hivers sont généralement assez rudes. Pendant plusieurs années, là, j'écoute plus les nouvelles à la télé, là, mais à l'époque où je les écoutais, à une chaîne de nouvelles en anglais en particulier, que je nommerai pas, mais à tous les ans, ils faisaient un reportage. Je l'ai vu là, au moins 2-3 fois facile. À tous les ans, ils faisaient un reportage qui nous montrait des sans-abri dans le froid. Un froid là, frigorifique, un froid que tu peux mourir là, si tu dors dehors. Puis le but du reportage, c'était de dire aux gens que c'était mépriser les sans-abri qui avaient fait le choix rationnel et délibéré d'être dans la rue. C'est un style de vie. Ça, c'était le point de vue des nouvelles. Eux avaient choisi d'être dans la rue, ça fait qu'ils aiment ça, être dans la rue. Okay, dormir dans des boîtes en carton. Ils font ça parce qu'ils aiment ça. Puis si moi, par empathie naturelle, je les vois, puis il fait moins 35 degrés, moins 40 degrés, puis que je me dis ça n'a pas d'allure, bien la nouvelle m'apprend que je suis une ordure. Parce que mon cœur est blessé de voir un autre être humain dormir dans une boîte de carton, dans une rue à moins 40. La chose morale à faire, c'est de le laisser mourir de froid dans sa ruelle, parce qu'il a choisi d'être là. Autrement, moi, je lui manque de respect. Puis on baigne dans des histoires comme ça tout le temps, là. Dans le cas de mon affaire de Lepin ici, c'est ça, la surpopulation, laisser mourir les gens de faim, c'est la chose naturelle et normale à faire, c'est scientifique, ben, c'est ça que c'est. Night of the Lepus n'est pas en train de nous dire « laissons mourir les gens de faim ». Il n'y a pas besoin de le dire, pas besoin d'y penser, pas besoin de le faire. Parce que ces concepts-là qui mènent à cette conclusion-là sont déjà dans notre boîte à outils, à nous autres, où ils ont été placés pendant des décennies. Fait que quand on cherche une explication aux problèmes dans le monde et qu'on regarde autour de soi, la surpopulation, bien, les réponses qu'on trouve, c'est ces concepts-là qui construisent notre pensée. Puis là, on regarde ça puis on dit « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gouvernements sont corrompus. » Ce qui est vrai. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des idées que l'on prend pour acquis. Dans les films des années 70, tout le monde, on dirait, à gauche et à droite, est pour l'environnement. Aujourd'hui, j'en parle souvent, le Godzilla américain se bat contre des éco-terroristes. Okay. Le vrai méchant dans les films de Godzilla américains, c'est des groupes de dangereux et méchants terroristes environnementaux extrémistes. Combien vous en avez rencontré dans la vraie vie, là, un terroriste environnemental, là, par opposition, je ne sais pas moi, à une compagnie qui a détruit l'environnement? Là. Si vous faites 2 colonnes, là. Okay. Aujourd'hui, nier les changements climatiques est perçu comme une forme de rébellion. C'est les libres penseurs ont compris qu'on se fait manipuler, ce qui est vrai, et en ont conclu que non, ça veut donc dire que les changements climatiques ne sont pas vrais, c'est un complot du nouvel ordre mondial. Ben, nier les changements climatiques, ça a été financé par des groupes comme les frères Koch ou des trucs comme ça, des compagnies pétrolifères. C'est hyper documenté, c'est pas très dur à trouver. Vous trouvez pas ça sur des sites extrémistes, là. C'est pas compliqué à trouver comme information. Voilà. Puis ils ont répété un message pendant des dizaines d'années. Puis c'est ça, en 1970, si on se fie sur à peu près sur un paquet de films de science-fiction, tout le monde était pour l'environnement. Puis aujourd'hui, dans les films en tout cas, limite si tout le monde n'est pas contre. Là. Okay. Ben, comment est-ce qu'on en vient là? Ben, comme pour toute forme de manipulation, en nous habituant à prendre des idées pour acquis. Un outil à la fois, petit à petit, pierre par pierre. Voilà. Comme vous savez peut-être, je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Trame narrative, où j'aborde ce genre de questions-là. J'aborde aussi des questions, l'individuation, l'éveil. C'est essentiellement un inventaire des concepts, moi, que j'ai trouvé utiles dans mon propre parcours de gars qui l'a pas toujours eu facile. Puis c'est des idées que j'aurais aimé savoir à l'époque. Puis j'aborde un petit peu les questions, justement, d'idéologie là-dedans. Je mentionne tout ça, évidemment, parce que j'ai un GoFundMe. Puis j'espère que mon bouquin va aider la conversation collective, puis que ça va contribuer à l'effort de nous désaliéner collectivement. Puis je crois que si on est aliéné comme ça, si on a la tête remplie de concepts qui ont été mis là
comme ce que je viens d'écrire un peu rapidement, ben on n'est pas libre. Et si on n'est pas libre, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est ça. Si on n'est pas libre, on n'est pas soi-même. On est manipulé. Puis ça, c'est pas correct. Puis c'est ça. Puis j'ai écrit un bouquin, entre autres, pour ça. Fait que, voilà. Puis ma recommandation pour aujourd'hui, je n'étais pas certain, puis finalement, j'ai décidé de me faire plaisir. Puis c'est un film dont j'avais déjà parlé dans une version antérieure de ce podcast. Puis c'est Phase 4 de Saul Bass, le film où les fourmis prennent le contrôle du monde. Puis il y en a plus qu'un des films de fourmis qui prennent le contrôle du monde, mais j'ai décidé d'en reparler rapidement aujourd'hui, de le recommander parce que si Night of the Lepus est un des pires films de vengeance de la nature de l'histoire du cinéma, Phase 4 est facilement dans les meilleurs. Le seul autre peut-être qui peut rivaliser avec lui, ça serait The Birds de Hitchcock. Les deux atteignent sans doute les mêmes sommets, mais c'est pas tout à fait la même montagne, pour citer Heidegger, n'est-ce pas? Phase 4 est la version philosophico-expérimentale de ce thème-là, puis c'est un chef-d'œuvre total et absolu. Ce que ça rend compte, en gros, c'est qu'il y a, je pense, une comète, quelque chose comme ça. Il y a un objet céleste qui passe proche de la Terre, et qui a un étrange effet sur les fourmis qui deviennent hyper intelligentes. Et on a deux savants qui sont envoyés pour étudier leur comportement. On a un spécialiste du langage et on a un informaticien. C'est ça, ils essaient de comprendre les messages que les fourmis s'envoient. Puis éventuellement, c'est ça, ils se rendent compte à quel point les fourmis sont intelligentes. Puis c'est une des plus grandes expériences de spectateur de science-fiction que j'ai eu de ma vie, Phase 4. C'est tourné avec des vraies fourmis, tourné en extrême gros plan. Donc, il faut vraiment le faire. Il y a des grands bouts du film, c'est juste des fourmis, là. Mais l'effet que tout ça produit, c'est un film dans la lignée de Stalker ou 2001 au-dessus de l'espace. Sauf que c'est les fourmis qui conquièrent le monde. Si vous regardez que 10 films de science-fiction dans toute votre vie, celui-là doit en faire partie. Là. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Puis, voilà, je le recommande vraiment fortement. Fait que si vous avez le choix entre Night of the Lepus ou Phase 4, écoutez, regardez Phase 4. Là, regardez les deux fois. Mais si vous êtes pogné dans votre firme au Texas avec vos amis cowboys en train de boire du gros gin, puis que tout ce que vous avez pour passer le temps, c'est Night of the Lepus. Pourquoi c'est bon? Ben c'est bon parce que c'est le film où des lapins géants meurtriers terrorisent des cowboys.